Mais dès qu'on se pose et qu'on s'arrête et qu'on réfléchit un tout petit peu à la situation, elle devient assez naturelle. Et pour ça, effectivement, ça nécessite de s'arrêter 2 minutes pour réfléchir. Ça nécessite d'abord de ralentir avant de s'arrêter. Et voilà, moi j'aimerais bien que, sociétalement parlant, on soit capable de ralentir le rythme et des fois s'arrêter pour faire un pas de côté. Voilà. C'est une association loi 1901 dont le siège social est à l'université, mais les bureaux sont à Paris, qui essaye de promouvoir les valeurs d'un numérique plus responsable et d'utiliser le numérique pour faire un monde plus responsable. Donc ça marche dans les deux sens. Et c'est une association qui a été créée fin 2018 avec une petite dizaine de membres il y a 4 ans, et aujourd'hui on dépasse les 100-150 membres, des gros, des petits, des moyens, des publics, des privés, et on essaye d'outiller la démarche de toutes ces organisations pour aller vers un numérique plus responsable. On va voir tout ça en profondeur, mais avant, c'est quoi le numérique responsable? Alors si vous avez 3 jours, je peux essayer de vous y répondre. Qui banco? Non, il y a plusieurs définitions. La première, c'est l'outil, l'objet, qui permet de faire converger les transitions numériques avec les urgences climatiques et sociales. Ça, c'est une première définition. Ça peut être aussi le développement durable appliqué au numérique. Voilà. Ou ça peut être aussi l'amélioration des impacts environnementaux et sociaux du numérique, et utiliser le numérique pour réduire les impacts environnementaux et sociaux d'autres process. Donc il y a plusieurs définitions, à vous de choisir celle que vous préférez. Enfin, l'idée, c'est clairement d'utiliser le numérique pour ce qu'il doit être, réduire les problèmes et améliorer les solutions. Bah, c'était la question que j'avais derrière, puisque je suis allé sur votre site et j'ai vu qu'il y avait 3 grandes missions. La première, c'est la réduction. Alors, je vais donner les 3, puis on détaillera peut-être chacune d'entre elles. La première, c'est la réduction de l'empreinte économique, sociale et environnementale du numérique. La seconde, la capacité du numérique à réduire l'empreinte économique, sociale et environnementale de l'humanité. Et 3, la création de valeurs durables, l'innovation responsable via le numérique pour réussir l'inclusion de tous. Vaste sujet, les 3. Si on parle de la réduction de l'empreinte du numérique, qu'elle soit économique, sociale ou environnementale, c'est quoi l'esprit? Comment ça marche? L'esprit, c'est déjà d'ouvrir les yeux sur ce qu'est vraiment le numérique, c'est-à-dire que sur toute sa vie. Donc le numérique ne commence pas quand on ouvre la jolie boîte en carton recyclé sous le sapin de Noël, et ne finit pas quand au bout de 2 ans, 2 ans et demi, on dit mon ordinateur ou mon téléphone rame, je vais le changer. Il a une vie avant, il a une vie après, et le numérique responsable, c'est d'avoir la vision globale de cette vie-là. Tant pour des problématiques environnementales, ce qu'on a dit, et là, il y a des chiffres, 4% des émissions de gaz à effet de serre, 8% de l'électricité mondiale consommée pour le numérique, toujours plus d'épuisement de ressources, de matériaux, que ce soit le cobalt, les terres rares. Peut-être que c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir, mais clairement aujourd'hui, il y a une vraie problématique autour de ces enjeux-là. Un jeu, gaz à effet de serre, ressources, épuisement de l'eau par exemple, et puis pour le social, c'est des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans des conditions honteuses. Ces travailleurs vont depuis ceux qui exploitent le cobalt, enfin recueillent le cobalt dans les mines, en passant par les modérateurs au Kenya qui doivent voir la lie de l'humanité pour dire bah, ça c'est pas à montrer ou ça c'est mal, voilà. En passant par voilà, l'industrie de la pornographie qui s'appuie énormément sur le numérique, le processus de harcèlement sur le numérique, jusqu'aux travailleurs de décharge à ciel ouvert qui recueillent 60% du numérique mondial pour brûler, pour récupérer 3 bouts de cuivre et 2 bouts d'aluminium. Donc ça, c'est les problématiques sociales, et puis vous incluez derrière les problématiques géopolitiques. On est coincé entre la Chine et les États-Unis, vous incluez les problématiques de mixité, de parité, de diversité, d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec ChatGPT ou Bard, on parle que de ça. Donc voilà, aujourd'hui, le numérique, c'est un cocktail qui est explosif. Moi, j'ai l'habitude de dire que, en fait, le numérique, aujourd'hui, c'est une semelle de plomb qu'on a et qui nous empêche de ralentir, parce qu'on sait qu'on doit aller vers plus de sobriété, mais cette semelle de plomb nous contraint à avoir toujours le pied sur l'accélérateur. Mais cette semelle de plomb, quand on aura enlevé sur le pied de l'accélérateur et qu'on aura basculé sur le frein, ben j'espère qu'elle pourra nous aider à freiner plus vite. Ok, c'est un monde
sublime que vous épeignez là à travers le numérique, mais qu'en fait qui est le reflet juste de notre monde à nous. Ouais, bien sûr. Le numérique, il est l'usage qu'on en fait. Ouais. Justement, l'empreinte, peut-être que le terme n'est pas le bon, mais tant pis, j'y vais quand même. L'empreinte numérique, elle est la plus forte où? Chez les particuliers, chez les entreprises, chez les collectivités? Est-ce que c'est quelque chose d'un peu mélangé? Parce que forcément, quand on est particulier, on fait travailler les entreprises. Qui est responsable de l'empreinte numérique et comment elle se répartit un petit peu entre usage, équipement que vous avez commencé à aborder? Ouais, alors c'est une vaste question. Aujourd'hui, globalement, dans les dernières études de l'ADEME ou d'autres, disent qu'à peu près le numérique au sens très large, hein, vraiment fabrication de terminaux, data center, réseau, données, services, vraiment le numérique. On estime que 25% de l'empreinte, alors l'empreinte, ça ne veut pas dire grand chose non plus, est-ce que c'est du gaz à effet de serre, est-ce que c'est de l'épuisement des ressources, est-ce que c'est, mais bon, je vais quand même le faire très, oui. Ça c'est pas précisé quand on parle d'empreinte, quand l'ADEME parle d'empreinte numérique, ils ne disent pas ce qu'il y a derrière? Disons qu'on est souvent sur les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est un faux problème, c'est un faux problème, pardon, c'est juste une partie du problème, voilà. Quand vous avez une mesure qui devient une cible, il commence à y avoir des problèmes. Donc, mais je vais quand même je vais essayer de le faire simple. Un quart de l'empreinte est lié au data center et au réseau. Et les trois quarts de l'empreinte est lié aux équipements terminaux. Et au niveau mondial, cette empreinte des équipements terminaux, consoles de jeux, télé, smartphone, ordi, enceintes connectées, enfin voilà, se répartit pour moitié-moitié entre fabrication et usage. Ça, c'est au niveau mondial. Au niveau français, parce qu'on a une électricité qui est faiblement carbonée, puisqu'on a beaucoup de nucléaire, la part des émissions de gaz à effet de serre liées à la fabrication est forcément mécaniquement plus importante. Voilà. Et on est plutôt sur du 70-30, voire en fonction des équipements, sur du 80-20. Et je précise qu'on ne parle que là d'empreinte carbone. Oui. Et pas d'empreinte matière. Non. Ni même des ressources eau, et peut-être qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a des dizaines et des dizaines, mais voilà, par exemple pour la ressource, pour l'empreinte matière, quasiment tout est au niveau de la fabrication. Il n'y a que un peu d'uranium peut-être qui est au niveau de l'usage parce qu'on se sert d'électricité nucléaire. Mais voilà, la majorité de l'empreinte est bien évidemment au niveau ressources au moment de la fabrication. Mais bon, gardez en tête que allez, 3/4 de l'empreinte se fait au moment de la fabrication, 1/4 se fait au moment de l'usage, et que le data center et le réseau, c'est 1/4 de l'empreinte, et c'est voilà, très bien géré. Donc on y reviendra peut-être un peu plus profondément tout à l'heure, mais l'idée à avoir en tête, c'est que le premier geste à l'échelle individuelle, c'est éviter de renouveler ses équipements. Avec du neuf, bien sûr. Plutôt que de l'usage. Plutôt que les changements de comportement d'usage qu'il faut faire par ailleurs. Si on continue sur cette trajectoire de consommation un peu frénétique du numérique, c'est une question pas simple non plus pour légèrement. Ça nous emmène où ça? Ça nous amène à déjà 4 degrés de plus, hein, facile, hein, parce que si on n'est pas capable de se réfréner au niveau du numérique, ça veut dire globalement qu'on n'a pas la maturité. Enfin, c'est peut-être un peu raccourci, mais ça veut dire quand même qu'on n'aurait pas trop la maturité pour se freiner dans d'autres secteurs de l'économie. Donc, ce que vous disiez très bien tout à l'heure, hein, le numérique n'est qu'un reflet de finalement la société au sens large. Donc, une société non modérée, non sombre au niveau du numérique, c'est très forte chance que ce soit une société non sobre au niveau des autres secteurs d'activité, donc ça nous amène tranquillement à du plus 4 degrés. Ça nous amène à augmenter la dépendance vis-à-vis des deux superpuissances que sont la Chine et les États-Unis. Ça amène le monde vers un nouveau colonialisme numérique pour tout ce qui est zone Afrique, zone Amérique du Sud, etc. Parce que tant que la course est effrénée, c'est toujours les mêmes qui vont être devant. Voilà. Ça nous amène à toujours plus de dépendance, ça nous amène à toujours moins de vie privée, ça nous amène à toujours plus de manipulation, de fake news, de réseaux asociaux, d'ébranlement de nos démocraties par l'émission de technologies toujours plus anxiogènes. Ça nous amène à tout ça, mais de notre côté, ça nous amène à toujours plus de médicaments, de gestion de nouveaux réseaux. Ça nous amène à toujours plus de communication, ça nous amène à toujours plus d'outils pour s'informer, communiquer, challenger la vérité, accompagner nos démarches. Alors,
Voilà, augmentation peut-être de la productivité d'un certain nombre de métiers, adaptation de nouveaux corps de métiers. Le mien aujourd'hui, enseignant, est percuté, mais alors à une puissance qu'on n'a jamais vue par l'arrivée des chatbots et de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça nous amène à tout ça. Donc ça nous amène à une société qui est capable du meilleur, potentiellement, comme du pire. C'est ça, c'est le numérique, c'est un peu comme beaucoup de choses, c'est le pharmacone, c'est suivant comment on l'utilise, ou c'est le remède, ou c'est le poison. Exactement. Bon, pour essayer d'en faire un remède, mais plutôt un outil au service des gens, de l'environnement, c'est quoi votre programme? C'est quoi votre projet? Transparence, démocratie, voilà, ouverture des données, ouverture du code, réflexion un peu de... alors sans être une autorité morale, parce que c'est très très compliqué, alors ce que je vais dire c'est peut-être garder le numérique pour des choses vraiment utiles, mais je vous dis, enfin voilà, derrière cette phrase qui est a priori est simple, il y a quand même un positionnement d'une valeur morale de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas. C'est très très compliqué quand on prend 2 secondes pour y réfléchir. Quand aujourd'hui on voit ce qui est utile pour nous, moi assis derrière ce bureau, et ce qui est utile pour les Turcs ou les Syriens qui sont victimes du tremblement de terre, on voit qu'on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs. Donc l'utilité, elle est à prendre avec des pincettes. Mais elle est quand même importante. Qu'est-ce qu'on en fait de ce numérique? Voilà. Comment on le décrit, comment on l'utilise, comment on l'ouvre, comment on le fait interagir, comment on le régule, comment on le sécurise, comment on lui garantit une espèce de véracité dans les données fournies. Comment est-ce qu'on fait de l'Europe non pas simplement une terre de régulation, avec des services, enfin avec des textes de loi toujours plus pertinents, adaptés, mais finalement aujourd'hui l'Europe elle est capable que de faire ça, donc comment est-ce qu'on fait demain un nouvel Airbus du numérique au niveau européen pour défendre des valeurs? Donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui le numérique, un numérique responsable pour demain, un numérique régénératif. On doit passer à une surmultipliée au niveau maintenant de ce numérique-là. Vous dites que votre action est guidée, enfin on peut lire sur votre site que l'action est toujours guidée par les 3 P, People, Planet and Profit. Est-ce qu'il n'y a pas un P en trop? Alors, on ne parle plus de profit, on parle de prospérité. People, Planet, Prosperity, c'est le nouveau mantra c'est même pas nous, hein, c'est le nouveau mantra de l'ONU. On a remplacé la notion de profit par la notion de prospérité, qui est au niveau intellectuel beaucoup plus satisfaisante que celle de profit. Donc People, Planet, Prosperity. Puis on peut en rajouter plein d'autres, des P. On peut rajouter la paix, les partenariats, on peut rajouter alors protection, la cybersécurité. Voilà. Donc aujourd'hui c'est tout ça effectivement qui nous guide, et on s'est empressé de changer les 3 P. Qui était People, Planet, Profit par People, Planet, Prosperity, parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est beaucoup plus utile et qui va nécessiter sûrement un changement un peu de... Alors, oui, on va rentrer dans une minute bisounours, voilà. Qui va nécessiter de changer le paradigme de l'ultracapitalisme par un paradigme économique qui est différent. Alors, moi j'ai une vraie affection pour la théorie du donut, de Kate Raworth. C'est une théorie qui finalement borne les évolutions économiques entre un plancher social et un plafond environnemental pour le faire évoluer dans un espace juste et sécurisé pour l'humanité. Moi j'adore cette théorie-là. Mais tant qu'effectivement l'ultracapitalisme sera aux manettes, le numérique finalement ne sera qu'un reflet de ça. De toute façon, le donut, il est bordé en haut par les limites planétaires. Oui. Donc, il y a un moment où on pourra faire tout ce qu'on veut, ça va s'arrêter. Alors, si je peux me permettre, le mot original, c'est planetary boundaries, qu'on a traduit en français par limite planétaire. Je suis un petit peu gêné avec ce mot. Moi, je préfère largement le mot de frontière planétaire. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ces frontières, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y a des limites, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on est toujours capable d'aller plus loin. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on traverse des frontières. On était dans une société maîtrisée, sécurisée, modélisée. Et là, en fait, on rentre dans un pays, on sort de ces frontières-là, et on rentre dans une société à plus de 3, 4 degrés. Et là, on n'a plus ni cartographie, ni modèle, voilà, on n'a plus rien. Donc on est sorti, on n'a plus la carte. Voilà, on rentre dans la phase d'incertitude, voilà. C'est ça que veut dire, quand on dépasse les limites, les frontières, c'est vrai que c'est peut-être plus juste, et la sémantique c'est hyper important. Ouais. C'est pour ça que d'avoir changé profit par prospérité,
Ouais. C'est pas délirant. Qui est derrière l'Institut? Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est quoi l'écosystème de l'Institut du numérique responsable et comment vous travaillez? L'écosystème, il est globalement qui veut venir vient. Grand, petit, public, privé, territoire, enfin de tout le monde, voilà. Donc là-dessus, il n'y a aujourd'hui qu'une catégorie il n'y a qu'un secteur qu'on n'accueille pas parce qu'on a grandi trop vite, trop fort et qu'on ne sait pas le service à rendre à ce secteur-là, finalement, c'est le particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas adhérer à l'INR en tant que particulier. Alors cette année, on va changer la donne, j'espère. Mais voilà, aujourd'hui, en fait, c'est trop dur à gérer, le particulier. Donc on est plutôt sur les organisations, les personnes morales. Donc ça, c'est qui nous rejoint, et il y en a vraiment plein qui nous rejoignent. Et comment est-ce qu'on travaille? J'ai envie de dire comme on peut. Non, on travaille avec beaucoup de bénévolat. On travaille avec des boîtes ou des organisations qui nous disent, ben voilà, nous on a commencé à faire ça, on pense que c'est intéressant, est-ce que vous voulez l'utiliser, le réutiliser, le développer? Et on travaille surtout avec la volonté de faire du concret, du déployable. Et pour ça, il y a 4 chapitres qu'on essaye de creuser. C'est pour nous sont vraiment les 4 chapitres nécessaires à prendre les uns à la suite des autres pour aller vers des solutions. C'est comprendre, mesurer, décider, agir. On ne peut agir que si on le décide, et aujourd'hui le problème il est là, hein, c'est faire décider les décideurs. Voilà. Qui aurait pu prédire? On ne peut agir que si on décide d'agir, on ne peut décider d'agir que si on a les bonnes mesures pour guider le choix, et on ne peut avoir les bonnes mesures pour guider le choix que si on a compris les problèmes. Donc on équipe avec des cours en ligne pour le comprendre, des certificats, voilà. On équipe avec des outils, soit des calculatrices, soit des méthodologies pour déterminer l'impact environnemental des services numériques. Au niveau de la décision, on a des chartes, on a des labels, voilà, et puis au niveau des actions, on a des guides, on a d'autres éléments. Donc voilà, on essaye vraiment de paver ça. On est arrivé en 2018, clairement on a un tropisme grandes entreprises et environnement. Ça ne veut pas dire que demain on ne va pas se réorienter, enfin compléter la démarche pour du public ou des plus petites organisations et surtout travailler sur l'éthique et la société ou l'éthique et l'impact sociétal. Donc ça c'est des choses aussi qu'on voudrait creuser. On voudrait en fait essayer de ne pas avoir de trou dans la raquette pour crédibiliser la démarche, parce que c'est une démarche comme toute démarche développement durable, c'est une démarche qui de toute façon a que des avantages. Avant de revenir sur un cas concret, peut-être avec un des membres de l'INR, je fais une parenthèse, j'arrive pas à saisir où est la difficulté quand on a travaillé pour des entreprises de l'appliquer à des particuliers. Les enjeux... Non, mais les enjeux sont pas du tout les mêmes. Quand vous allez voir une boîte et que vous dites, voilà, vous avez un impact, mais vous êtes 10 000 personnes, eh ben, ça fait tout de suite des gros chiffres. Quand vous allez voir la même personne et que vous dites, ben voilà, il faudrait faire ci ou ça, ben, les effets par rapport... Quand on les relativise, les effets sont beaucoup plus difficiles à voir. Je vais donner un exemple. L'ordinateur que j'ai en face de moi, on va dire que c'est 300 kg d'émissions de gaz à effet de serre pour la fabrication. Bon, voilà. 300 kg d'émissions de gaz à effet de serre, c'est à peine quelques centaines de kilomètres en voiture. Milliers. Mais, donc voilà, on se dit, bon, bah ouais, mais du coup, voilà, le gain, est-ce qu'il est vraiment là? Voilà, au niveau de ma facture d'électricité, je verrai pas vraiment la différence. Je fais déjà plein d'efforts à côté. Voilà. On est vraiment plutôt dans un effet de levier dans les organisations qui est plus difficile à avoir au niveau du particulier. Ce qui ne vous empêche pas de donner des conseils, des bonnes pratiques sur ne changez pas d'équipement ou de téléphone tous les ans, ou quand on prend la parole sur les réseaux sociaux, pour l'aspect un peu plus responsable socialement, on se conduit comme quand on prend la parole dans la vie. Ça, vous êtes capable de le faire. Oui, mais disons qu'on préfère, enfin, pour l'instant, on préfère s'adresser au collab en considérant qu'un collab, c'est ni plus ni moins qu'un citoyen. Il y a une charte quand on rejoint l'INR,
en 5 piliers. Est-ce que vous voulez les rappeler ou je les rappelle? Alors, la charte, en fait, n'implique pas une adhésion à l'INR et l'INR n'implique pas une adhésion à la charte. La charte, en fait, c'est un document qui se trouve en ligne gratuitement, qui est sur 5 piliers, donc environnement, social, éthique, résilience et innovation. Donc il y a 3 piliers qui sont un petit peu... attention, le numérique a des impacts, hein, les 3 premiers, environnement, social et éthique. Moi j'avais, au lieu de social, parenthèse, j'avais accessibilité. Oui, universel. Mais oui, ça inclut tout ça. Ouais. Et puis les 2 qui sont un petit peu plus quand même, considérons le numérique pour tout ce qu'il peut apporter, et là on est plutôt sur de la résilience et de l'innovation. Donc si on prend un exemple d'entreprise que vous accompagnez, comment est-ce que... Alors quel exemple on prend? Vous m'avez donné des noms en off, moi ils m'intéressent bien. Comment vous avez travaillé avec... est-ce qu'on peut prendre une banque par exemple? Prenons. Comment est-ce que vous travaillez avec BNP Paribas ou la Société Générale, qui sont des gens qui sont assez décriés en matière d'investissement, oui. Pas très vertueux, pas très transition écologique et solidaire. Voilà, ils font appel à vous, ils rejoignent l'INR. Comment ça se passe? Eh ben, ils adhèrent à l'INR et après, globalement, ils font ce qu'ils veulent. Quand ils adhèrent à l'INR, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre qui s'engagent à respecter. Donc, voilà. Mais après, derrière, ils prennent les outils. Si jamais ils ont besoin je sais pas moi, de participer à des groupes de travail pour être en avance de phase, ils décident d'avoir accès aux cours en ligne, et ben ils peuvent les récupérer et les déployer dans leur propre plateforme de pédagogie. Voilà, après, une adhésion, c'est finalement ce qu'on en fait tous, hein. C'est-à-dire si vous ou moi, demain, on adhère au fan club je sais pas ce que vous voulez, voilà, de qui vous voulez, derrière, après, soit vous êtes simplement adhérent, vous recevez les infos, voilà, soit vous vous engagez concrètement à dire, voilà, moi sur ce sujet-là, à la fois j'ai de l'appétence et des compétences en interne, je vais essayer de vous aider à les améliorer. Voilà. Et aujourd'hui, on a des acteurs qui sont très proactifs et d'autres qui sont très suiveurs. Mais j'ai envie de dire, c'est comme la société, hein, quand vous décidez de faire votre coming out responsable développement durable. We all share the same responsibility. Make our planet great again. Eh ben, vous pouvez vous contenter d'avoir le sac recyclable, le sac réutilisable, ou alors vous pouvez devenir vraiment militant. C'est la même chose chez nous. Il y a un de vos axes de travail qui est le rôle du numérique pour glisser vers une économie plus sobre, vertueuse et circulaire. Est-ce que vous avez un exemple pour illustrer la mise en place de cet axe concrètement avec un de vos partenaires ou un des membres? On a des entreprises qui ont commencé à déployer une politique d'achat et de renouvellement du matériel qui n'est pas simplement au bout de 4 ans, 5 ans, ça sort de l'inventaire, je vire, je rachète. Voilà. On commence à avoir des entreprises qui ne remplacent que ce qui tombe en panne, et quand ça tombe en panne, considèrent qu'avant d'être un déchet, il y a peut-être une seconde vie à avoir et qui nouent des partenariats avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour récupérer le matériel, essayer de le réparer, le reconditionner, potentiellement le réaffecter dans son organisation, en faire des dons ou en faire un business en le revendant à des brokers, j'ai plus le nom, mais à des... comment on appelle ça en français? Des brokers, c'est des... Non, des gens qui récupèrent en masse pour... des espèces d'intermédiaires qui vont gérer les flottes d'ordinateurs. Finalement, la seconde vie peut être un business aussi pour les entreprises. Si c'est bien fait avec de l'économie sociale et solidaire, ça crée de l'emploi, ça évite de racheter du matériel neuf, voilà, donc on est plutôt dans cette démarche-là des fois. D'autres sont sur une montée en compétence de tous leurs collaborateurs. Et là, c'est plutôt l'étape de comprendre. Une fois que tous les collaborateurs, certains sont formés ou sont en tous les cas informés, il y a des secteurs d'activité plus précisément qui sont encore montés en compétence, les devs, les développeurs, les techniciens, techniciennes, etc., pour faire de ce qu'on appelle de la conception responsable de services numériques, dont chacun, en fonction de son secteur d'activité ou de l'appétence que telle ou telle personne a à développer telle ou telle filière, il s'y implique, il s'y lance.
Donc là, on rentre dans un tunnel de 3 questions un peu douloureuses. Allez-y. 5G ou lampe à huile? Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Ah, ni l'un ni l'autre. C'est la même chose. Non, c'est pas. Voilà, c'est le genre. Alors, c'est des questions qui évidemment sont rigolotes, mais c'est tellement représentatif du débat public et politique que c'est évidemment la voix médiane qui importe. Aujourd'hui, la 5G a été déployée. On ne sait pas pourquoi elle a été déployée. Il fallait la déployer. J'ai envie de dire que c'est un peu les Shadocks, hein. C'est-à-dire qu'ils pompaient, mais ils continuent de pomper, ils savent pas pourquoi, mais on sait jamais si on s'arrête de pomper, il pourrait se passer quelque chose. Donc voilà, la 5G c'est typiquement ça, il fallait déployer la 5G. Pourquoi? Parce que... Ah, pour être compétitif par rapport aux Américains et aux Chinois, non? Compétitif à quel niveau? C'est pas nous qui avons les Nos technos. entreprises. C'est ce qui est mentionné dans le rapport du Haut Conseil pour le climat, qui reprend les arguments du gouvernement. Hein. On fait ça pour être compétitif au niveau international. Dans quel domaine? Moi, je ne suis pas le gouvernement. Non, mais voilà, il y a une voie effectivement qui est pour être compétitif, mais voilà, je veux dire... Au-delà de la blague sur le compétitif qui reprend les arguments, souvent, que ce soit dans le numérique ou ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on nous remet en avant pour ne pas basculer dans un monde plus sobre, et pourtant on va devoir y aller. C'est oui, mais nos voisins, eux, ils vont continuer et nos entreprises ne seront plus compétitives et on va perdre de l'emploi. Je vous passe les détails. Ah oui, j'entends. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour ralentir sur le numérique? Parce que finalement, c'est un espèce de ralentissement que vous prenez de l'usage du numérique. Si les voisins c'est les pays internationaux et groupements de pays, ne ralentissent pas eux aussi. Eh ben, on en vient sur ce que je disais tout à l'heure et qui était l'étape la plus compliquée et la plus difficile, c'était celle de décider. Peut-être que vous avez des voisins qui prennent l'avion pour aller dans des pays magnifiques pendant l'hiver et qui prennent... et je critique pas, hein, je critique pas. Je dis juste que c'est pas parce qu'à côté ils ont fait ça qu'on doit le faire aussi. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas avoir des entreprises compétitives. C'est pas pour autant qu'on peut pas avoir du business compétitif. C'est des choix à faire. C'est des choix sur la durée à faire. Voilà, il y a des. Aujourd'hui, on sait vers où enfin, tout le monde sait vers où on doit aller. Hein, tout le monde. C'est vers plus de sobriété, plus de sens. Voilà, c'est pas moi qui le dis, vous prenez n'importe quel think tank, il vous dit vers où il faut aller. Mais effectivement, après, il y a des... je saurais même pas vous dire ce qui a guidé le déploiement de la 5G. Vous allez voir n'importe quel opérateur, il va vous dire que c'est pas sa faute s'il y a la 5G, c'est qu'on lui a demandé, et en fait, ça tourne en boucle, quoi. Et moi, quand on me dit ouais mais bon c'est vachement important pour pouvoir opérer à cœur ouvert dans une ville grâce à son smartphone une personne qui a eu un accident, enfin je veux dire c'est ni fait ni à faire. Dans un pays où en plus on déploie massivement la fibre. Donc voilà, la 6G arrive en 2028-2030. On s'arrête où en G? 14, 26, 52? Alors évidemment on s'arrête pas. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'aller aussi vite dans le renouvellement des technos. Moi, je crois que quand on en sera à la 17G, on se dira que quand même, les baleines, les vautours et les menthes religieuses, c'était peut-être un peu mieux. Et ça sera trop tard. Bon, moi, je suis quand même content d'apprendre qu'il y a enfin des générations qui vont s'éteindre. Parce que pour l'instant, on rajoutait. Voilà, très bien. Bon, je disais, on commence à éteindre des G. La 2G, la 3G va s'éteindre. On va plutôt plus avoir que la 4G maintenant. Bon, très bien, mais effectivement, est-ce qu'on a besoin... Quand on me dit, oui, il y a toujours, dans les centres-villes urbains, il y a toujours... la 5G va être utile, etc. Ah, ok, dans combien de centres-villes urbains la 5G va être utile, au détriment de zones blanches encore dans les territoires oubliés? Bon, ça va de nouveau creuser les inégalités, et après on s'étonnera aux prochaines élections que les gens aillent plus voter ou votent extrême. Oh mon Dieu, mais quelle surprise! Voilà. On en revient toujours à la même chose, c'est se poser la question de ce qu'on veut et pourquoi est-ce qu'on déploie ce qu'on déploie. Absolument. Donc dans la même veine, est-ce que l'avenir c'est le métaverse? Je suis pas un très très grand prospectiviste, en tout cas ce que je peux vous dire c'est que sous les 5 à 10 ans ça risque d'être compliqué. En soi j'ai rien contre le métavers.
Ouais, c'est un très beau concept. Mais là encore, déployer le métavers pour le métavers, voilà, on revient sur la question du pourquoi déployer le métavers. Si c'est pour moins de social, je suis pas sûr. Moins de relations dans la vraie vie, je suis pas sûr. Le métavers, ça veut dire quoi? Ça veut dire des lunettes à 900, 1000 euros avec des abonnements 5G de 60, 70 euros. Qu'est-ce qui va en profiter? Eh ben, ça va être les personnes dans une situation sociale favorisée, plutôt dans les centres urbains, c'est toujours, voilà. Et donc on va creuser les inégalités, et on ne s'étonnera pas qu'aux prochaines élections, il y ait de moins en moins de personnes à aller voter, qui votent pour des extrêmes. Et on n'est pas sur la pente de la sobriété. Avec la culpabilité, je pense qu'effectivement c'est une très mauvaise façon de leur faire, de leur parler, parce qu'aujourd'hui c'est quand même nous qui sommes les principaux fautifs depuis 50 ans, et leur dire à eux maintenant, bah tu sais, tu devrais moins regarder Netflix parce que quand même ça pollue la planète. Pour rappel, hein, 1 heure de Netflix, c'est 40 grammes d'émissions de gaz à effet de serre, 1 km en voiture thermique, ça en est 120. Bon, bah, voilà. On fait 1 km en voiture, les ados peuvent regarder en équivalence, peuvent regarder 3 heures Netflix. Bon, voilà. Ouais, oui, effectivement. Mais il va quand même falloir qu'on change nos usages et nos comportements. Ouais, mais c'est Gandhi qui disait que le meilleur exemple pour... Enfin voilà, la meilleure pédagogie, c'est l'exemple. Quand je dis ce que je dis, j'ai en tête une approche holistique qui ne se résume pas au numérique ou à la voiture. Enfin, c'est le numérique, c'est la voiture, c'est la manière dont on mange... dont on s'habille, etc., etc. Tout à fait. Et il y a une question qui nous intéresse beaucoup en ce moment chez les pandas, c'est un peu la question des débuts. Depuis tout à l'heure, on vous écoute parler, on comprend bien que la transition écologique et solidaire pour vous, c'est une approche holistique qui ne se résume pas au numérique. Par quelle porte vous êtes rentré? Comment vous avez eu le déclic? Comment vous êtes arrivé? Peut-être que c'est le numérique responsable. C'est quoi qui vous a interpellé? D'abord que peut-être vous êtes venu par le social et pas forcément par l'écologique. C'est une très bonne question. En tout cas, la manière dont j'ai mis le pied dans le numérique responsable, c'était une contrainte. On avait un ancien président de l'université qui nous a dit je veux que dans tous les départements de l'université, on déploie un enseignement qui s'appelle l'intitulé de votre filière et développement durable. Maths et développement durable, chimie et développement durable, droit et développement durable, et informatique et développement durable. Et comme j'avais déjà une fibre, alors je sais pas d'où ça vient, hein, j'avais déjà une maison en bois, des panneaux, des machins, etc. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas. Je me suis dit, bah oui, ça m'intéresse, autant essayer d'aller peut-être avancer cette démarche-là. Et donc j'ai levé le doigt, enfin disons que voilà, j'ai été le seul à me montrer intéressé par ce sujet-là, puis c'est comme ça qu'à l'époque ça s'appelait le Green IT, donc c'était sur la réduction des impacts environnementaux du numérique, et puis petit à petit, en avançant, en défrichant, en creusant, en questionnant, en inventant, on est arrivé à avoir une approche globale et systémique, holistique, qui s'appelle le numérique responsable, qui est basé sur les 3 piliers du développement durable, people, planète, prospérité. Voilà. Donc c'est venu il y a une quinzaine d'années, et puis après les journées font 24 heures, il faut choisir ses combats. On ne peut pas continuer à dire en enseignement je vais faire ça, puis en recherche je vais faire autre chose, et puis après en engagement citoyen je vais encore faire autre chose. À un moment donné, quand on vieillit et qu'on est feignant comme moi, on choisit ses combats, et puis on dit bon allez, maintenant je vais travailler sur le numérique responsable, décliné dans enseignement, recherche, engagement associatif, engagement citoyen, etc. Il y a plein de points qu'on n'a pas abordés. Avant la dernière question, je vous laisse l'opportunité de me dire ceux qui vous tiennent à cœur, ou si vous avez un message à faire passer, de le faire passer. Il n'y a aucune raison de ne pas faire de numérique responsable, aucune. Voilà. Il y a juste aujourd'hui à avoir le courage de s'y lancer, et ça c'est la pointe d'entrée numérique responsable, mais aujourd'hui il n'y a plus, je ne connais pas une seule bonne raison pour empêcher de vouloir contribuer au changement du monde. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, il y a encore des vieux modèles à conserver, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont peur de perdre ce qu'ils considèrent être comme des avantages,
Mais dès qu'on se pose et qu'on s'arrête et qu'on réfléchit un tout petit peu à la situation, elle devient assez naturelle. Et pour ça, effectivement, ça nécessite de s'arrêter 2 minutes pour réfléchir. Ça nécessite d'abord de ralentir avant de s'arrêter. Et voilà, moi j'aimerais bien que, sociétalement parlant, on soit capable de ralentir le rythme et des fois s'arrêter pour faire un pas de côté. Voilà. N'importe quel type de structure a une problématique numérique, quelle qu'elle soit, elle peut se tourner vers vous et vous aurez a priori des réponses pour l'accompagner. Alors, je veux pas vendre du rêve, c'est-à-dire que on pourra pas toutes les structures les prendre au téléphone en leur disant voilà vous pouvez faire ci, ça, le reste. Par contre, effectivement, on a des outils que même gratuitement, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être membre de l'INR pour commencer à changer le monde, donc ça c'est déjà important à savoir. Par contre, je pense que chaque structure a quelque chose aussi à nous apporter. C'est pas simplement l'INR peut apporter des choses, c'est vraiment, je pense que toutes les structures ont aussi à apporter au collectif pour contribuer à changer le monde, parce que c'est ensemble qu'on y arrivera, et c'est ensemble qu'on a déjà commencé à y arriver. Ouais, vous vous nourrissez des retours d'expérience. Mm. Dernière question, la plus simple. C'est quoi votre monde, votre Rochelle idéale en 2040 ? Une La Rochelle territoire zéro carbone, vrai de vrai. Une La Rochelle apaisée, une La Rochelle où finalement le territoire est construit autour du citoyen et pas l'inverse. Voilà. C'est pas mal. On a dit. Merci. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, merci à vous.